pour animer cette soirée, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Frédéric Vial, qui est membre d'Attac et qui connaît tout particulièrement bien les questions internationales, et notamment tout ce qui est traité de ce genre, et notamment traité transatlantique ou accord de libre-échange. Merci. Effectivement, il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et on a beaucoup bataillé, on s'est beaucoup mobilisé, on a réussi une campagne de signature, notamment, vous vous souvenez, l'initiative citoyenne européenne avec 3 millions de signatures. C'est aussi nos mobilisations qui ont amené ça, bien sûr. On a réussi également à faire qu'il y ait cette prise de conscience comme ça qui monte dans la population, qui monte aussi à travers la campagne qu'on a menée et qu'on continue de mener sur les collectivités territoriales qui se sont déclarées contre le TAFTA. Et effectivement, là aujourd'hui, il y en a plus de 2000 en fait sur toute l'Europe qui se sont déclarées. Donc véritablement, on a fait beaucoup de choses. Et là, on vient de vivre effectivement un épisode qui n'est pas terminé du tout, concernant un des 2 accords transatlantiques, puisque, comme ça a été dit, et vous le savez, il y en a 2 qui sont dans les tuyaux. Le plus gros, l'accord Union européenne, et donc il est important de faire le point maintenant, effectivement, puisqu'on est à ce virage-là. Le plus gros des 2 accords, le projet d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis, visiblement, on a un petit peu de temps pour y réfléchir. Parce que, je veux dire, c'est toujours pareil ce genre de choses, vous savez, personnellement je m'occupe des questions de commerce international depuis un petit moment, depuis 2004, et tant qu'un accord n'est pas mort, tant qu'un organisme n'est pas mort, etc., il n'a pas fini de nuire. Par exemple, je me souviens de l'Organisation mondiale du commerce, elle est toujours là, et pourtant elle a considérablement été freinée, pourtant une grande partie de sa nocivité a été bloquée, entre autres grâce aux mobilisations aussi des populations et des contradictions internes même au système. Donc il ne faut jamais dire dans ces matières-là, comme dans aucune d'ailleurs, que les choses sont terminées avant que véritablement on en ait la preuve. En tous les cas, il est certain aujourd'hui que l'élection d'un président des États-Unis, qui est celui qui est sorti du chapeau, hein, donc on en pense ce qu'on en veut, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui s'est engagé à que les États-Unis ne veuillent plus signer d'accord de libre-échange. C'est toujours pareil, c'est bien connu, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, on verra pour la suite, mais en tous les cas, dans un premier temps, il est absolument certain, et on peut le dire, que au moins avant l'installation du président, et ensuite, dans les mois qui viennent, il n'est pas envisageable de voir arriver à ce stade un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, en tous les cas pas celui qui était en train d'être négocié. Et le blocage vient essentiellement des États-Unis, parce que le blocage, en tous les cas sur l'accord TAFTA, ne vient pas de l'Union européenne et ne vient pas de notre gouvernement. Et là-dessus, vous vous souvenez sans aucun doute du vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel qui disait le 30 août, le TAFTA c'est terminé, du président Hollande qui disait le même jour, le TAFTA on n'en veut plus, de Matthias Fekl qui disait 2 jours plus tôt, le TAFTA, la France va demander à ce que les négociations s'arrêtent. Au sommet de Bratislava qui a suivi, la France n'a pas demandé que les négociations s'arrêtent. La France a simplement demandé un aménagement du mandat, ce qui est très différent. Et en tous les cas, s'il y a blocage, et aujourd'hui on peut considérer qu'il y a blocage et que sur l'accord Union européenne-États-Unis, on est au moins pendant quelques mois attiré d'affaires, même si rien n'est définitif dans ces domaines-là, eh bien le blocage ne vient pas de l'Union européenne, le blocage ne vient pas du gouvernement. Nous avons une Union européenne qui continue à vouloir des accords de libre-échange, et qui continue à vouloir des accords de libre-échange parce que derrière, effectivement, il y a le CETA dont je vais parler longuement, mais il y en a d'autres. Il faut savoir qu'il y a véritablement une déferlante d'accords de libre-échange. Et il y a par exemple une série d'accords, mais si vous voulez, et je pense qu'il y aura une question dans la salle là-dessus, il y a les accords de partenariat économique avec l'Afrique,
Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui ont aussi des conséquences absolument considérables et dramatiques, hein, c'est pas la peine de se le cacher. Et bien entendu, la Commission continue à vouloir promouvoir ce type d'accord, y compris avec l'Afrique par exemple. Donc la politique commerciale de l'Union, en tous les cas, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est effectivement que le partenaire, c'est-à-dire les États-Unis, ont pour l'instant, en tous les cas, un président qui a dit qu'il ne voulait plus d'accord de libre-échange, qui a dit qu'il ne voulait plus continuer avec ce type d'accord. Ceci dit, je l'ai entendu comme vous, hier, quand il est arrivé, son premier discours, dire qu'il allait faire de bonnes affaires, good deal, avec les autres pays. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais je crois que personne ne le sait, donc c'est pas la peine d'épiloguer sur ce que fera ou ne fera pas ce président qui a la caractéristique, je crois ne pas m'avancer en disant ça, d'être à peu près imprévisible. Donc de ce point de vue-là, du côté du TAFTA, on est un petit peu tranquille. Maintenant, il y a un autre accord qui est sur le feu et dont on a entendu parler du fait de l'épisode wallon, qui est le CETA, l'accord Union Européenne-Canada. Alors, vous en avez sans doute entendu parler parce que dans le collectif, ça fait un moment qu'on en parle. Nos organisations, ça fait un moment qu'on en parle, mais effectivement, avec d'un seul coup cette résistance wallonne, on a eu l'impression que on allait pouvoir venir à bout de cet accord-là. La résistance a duré un peu moins de 2 semaines. Ceci dit, le vice-président wallon, Paul Magnette, avait dit publiquement et publié dans un journal, Libération, il avait dit qu'il n'était pas un héros de l'altermondialisme, qu'il n'était pas non plus contre le libre-échange et qu'il n'avait aucune ambition de bloquer l'accord. Et effectivement, l'accord n'a pas été bloqué. Aujourd'hui, l'accord est signé. C'est-à-dire que très précisément, les 27 plus 1, puisqu'il y a toujours dans le tas la Grande-Bretagne qui n'est pas sortie de l'Union européenne, ont signé l'accord, c'est-à-dire qu'on arrive à ce moment où le Conseil des ministres européens, le Canada, les autorités du Canada ont signé, qui est l'étape qui autorise ensuite la ratification. C'était l'étape indispensable avant la ratification. Ce qui s'est passé, et le résultat de la, entre guillemets, résistance wallonne, c'est que cette signature s'est accompagnée d'un certain nombre de documents, qui servent à aider à l'interprétation du CETA. Il y a en gros 3 types de documents, je ne vais pas vous assommer trop sous les détails techniques, mais c'est assez important à savoir à ce stade. Il y a 3 types de documents. Il y a effectivement l'instrument interprétatif commun qui est entre l'Union européenne et le Canada, et qui, comme son nom l'indique, l'Union européenne-Canada, engage l'Union européenne et le Canada. Les instruments interprétatifs, c'est-à-dire ce qui est mis en place au moment de la signature d'un traité international, dès lors qu'ils sont intégrés dans les annexes, et c'est son cas, deviennent ou ont la force d'une réserve, c'est-à-dire qu'ils ont une force équivalente au traité. À peu de choses près. Il y a aussi une déclaration du Conseil des ministres européens et des États membres qui, comme son nom l'indique, est une déclaration unilatérale, donc elle engage l'Union européenne et ses États membres, elle n'engage pas le Canada. Et puis, il y a une déclaration intra-belge, c'est-à-dire la Belgique, qui est un État qui a un fonctionnement qui lui est propre, et qui est peut-être a eu besoin à un moment donné d'éclaircir sa position, a expliqué comment et à quelles conditions elle acceptait ou pas cet accord pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait, la déclaration belge concerne les Belges et engage les Belges. Point. Ça n'a pas d'autre valeur que celle-là. Ceci dit, cette déclaration est intéressante pour nous pour la suite, je reviendrai dessus à la fin, parce qu'elle est intéressante pour nos mobilisations. Il y a là un élément tout à fait intéressant pour nos mobilisations pour la suite. Tout ce qu'on peut dire de ces 3 documents, c'est qu'ils ne sont pas nuls, ils ne sont pas inexistants, mais ils ne vont pas très loin. Et ils n'ont pas fait ce à quoi d'ailleurs ils n'avaient pas vocation
de réussir. C'est-à-dire ils n'ont pas modifié l'accord. Ils n'ont pas profondément modifié le CETA. Ils ont fait que certaines petites choses sont apparues, ce qu'on peut le qualifier d'avancées ou de micro-avancées, mais sur le fond, l'accord lui-même reste ce qu'il est. C'est normal. On n'imagine pas qu'à l'occasion d'un instrument interprétatif, qui est juste le moyen donné par les États pour qu'ensuite on comprenne ce qu'ils ont voulu faire, on ne voit pas cet instrument-là d'un seul coup modifier un accord de 1600 pages qui a été négocié entre 2009 et 2014. Et donc évidemment, il n'avait pas vocation à faire ça. D'autant moins que ces textes-là sont d'ailleurs des textes qui sont visibles sur le site du Conseil européen. Ils sont un peu en anglais, un peu en français, donc on a un peu les deux. D'autant moins que si vous avez le courage de les regarder, c'est pas très long, hein, ça fait une petite quarantaine de pages, vous verrez qu'ils sont écrits dans des termes extrêmement généraux. C'est-à-dire qu'il y a très peu de décisions très pratiques, ou en tous les cas très précises, et il n'y a pas de modification d'articles expressément décrits dans l'instrument interprétatif. L'instrument interprétatif est une explication qui a vocation à servir plus tard pour les arbitres. Voilà ce que c'est que ces choses-là. Quant aux déclarations des États membres, il y a deux, trois choses intéressantes sur lesquelles je vais revenir. Mais sur le fond, le CETA est toujours le même. C'est-à-dire qu'on a toujours un accord de libre-échange, on a toujours un accord qui porte deux mécanismes qui sont tout aussi inacceptables maintenant qu'avant la résistance belge. Et je peux vous dire tout de suite pourquoi les Wallons ont décidé d'accepter, parce qu'il y a dans la déclaration intra-belge, c'est-à-dire du gouvernement fédéral belge, il y a l'annonce que la Cour de justice de l'Union va être saisie pour vérifier la compatibilité du texte avec les textes européens. Et ça, ce n'est pas nul, parce que ça veut dire que ça peut nous laisser du temps dans nos mobilisations, mais ça ne veut pas dire que l'accord lui-même se termine. Et puis, il y a deux, trois bricoles sur lesquelles je reviendrai sur les histoires de services publics, qui, alors là, pour le coup, n'ont strictement, vraiment ont un effet déclaratif pour être extrêmement aimable. Cet accord est un accord de libéralisation. C'est-à-dire que c'est un accord qui explique très clairement et qui a vocation à faire en sorte que la concurrence, et la concurrence en l'occurrence des entreprises canadiennes et des entreprises des États-Unis installées au Canada, puisse se faire sur les territoires de l'Union européenne. Puisque c'est un accord qui met en place les principes de concurrence libre et non faussée, comme on dit, qui sont toujours les mêmes depuis ceux de l'Organisation mondiale du commerce: traitement national, clause de la nation la plus favorisée, traitement sur l'expropriation, c'est-à-dire traitement équitable, et expropriation, règles d'expropriation équitable également. Qu'est-ce que ça veut dire, traitement national, clause de la nation favorisée, etc., etc. Traitement national, ça veut dire que toutes les entreprises sont traitées pareillement, quelle que soit leur nationalité. Très bien, jusque-là, bon. Sauf que s'ajoute à cela un autre principe qui est celui de l'accès au marché. Et s'ajoute aussi à cela ce qu'on appelle une liste négative, c'est-à-dire que tous les secteurs d'activité sont ouverts à la concurrence par principe. Et seuls ceux sur lesquels il y a une réserve ne sont pas ouverts à la concurrence. Les secteurs sont tous ouverts à la concurrence, santé, éducation, par exemple. L'éducation, la seule réserve qu'a posée la France, c'est dans l'annexe 2A, c'est seulement une réserve qui indique que la France vérifiera que les entreprises d'éducation qui s'installent en France mettent bien des enseignants en face des étudiants ou des élèves.
C'est tout. C'est-à-dire une vérification de compétences, rien de plus. Donc, accès au marché, traitement national. Je continue avec mon exemple de l'éducation parce qu'il est assez parlant. Ça veut dire que demain, une université du Canada, ou plus exactement un département privé ou subventionné par des fonds privés du Canada, pourra s'installer sur un des territoires européens, par exemple la France, mettons, puisqu'on est dedans, autant en parler, et qu'à ce titre, il pourra réclamer le même type de subvention que les opérateurs qui sont déjà présents. Mais pas un département d'université, mais toutes les universités qui s'installeront. J'ai parlé d'université, mais les 3 niveaux d'éducation sont ouverts dans le CETA, et donc tout ce qui est primaire, secondaire, supérieur, est concerné par l'ouverture et pourra s'installer avec le même traitement national. Ce qui veut dire qu'à terme, et très vite, sans qu'à aucun moment le mot soit mis dans l'accord, il y aura privatisation. Vous ne trouverez pas une seule fois le mot privatisation dans l'accord, vous trouverez seulement libéralisation, mais on vérifiera, grâce au traitement national, enfin, du fait du traitement national, on vérifiera si cet accord s'applique, ce qui n'est pas le cas, et qu'on va faire en sorte que ce ne soit pas le cas. On vérifierait, si cet accord s'applique, que la libéralisation prélude toujours à la privatisation. Sur le secteur de la santé, toujours cette fameuse annexe 2, qui est celle où on trouve le plus de pépites dans ce genre, la santé en elle-même est ouverte. C'est-à-dire, non pas seulement la santé, mais y compris les services autour de la santé. Vous voyez, un hôpital, c'est un endroit où on soigne des gens. C'est aussi un endroit où il y a de l'hôtellerie, parce que les gens qu'on soigne, on les met sur des lits. C'est aussi un endroit où il y a de l'hôtellerie, donc des gens qui font du ménage. C'est aussi un endroit où on amène des gens en voiture, qu'on appelle les ambulances, où on fait des prises de sang, des analyses, des choses, etc. Tout ça sera, à partir de ce moment-là, ouvert non seulement à la libéralisation, et donc à la concurrence d'entreprises qui devront être traitées nationalement, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir de réglementation qui les empêche d'avoir accès au marché. Le traitement équitable aussi, c'est cette idée que les réglementations publiques, ne doivent pas, sous des prétextes divers et fallacieux, empêcher qu'il y ait effectivement la possibilité pour telle ou telle entreprise de pouvoir agir sur le territoire. Qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète, ce genre de choses? On va prendre un exemple récent dans l'actualité, dont tout le monde a entendu parler, comme ça, ce sera très clair. Très récemment, le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait un problème dans une entreprise qui s'appelle Alstom. Et il paraît que le président de la République a dit qu'il voulait voir fumer les cheminées des locomotives, des TGV, je ne sais pas. Mais enfin bref, donc le gouvernement a pris la décision, on en pense de ce qu'on en veut, je ricane un peu, mais on en pense de ce qu'on en veut, d'intervenir dans l'économie. C'est-à-dire de dire on va commander des TGV. Encore une fois, je ne parle pas du fond de l'intérêt de cette mesure, etc. C'est juste l'idée d'une intervention publique dans l'économie. Il est hors de question d'imaginer qu'avec ce type d'accord, ce soit possible. Ce n'est pas possible parce que traitement inéquitable, et vous avez immédiatement derrière Bombardier, l'équivalent d'Alstom au Canada, et qui fait du très bon travail, le même d'ailleurs, qui interviendra à travers un mécanisme dont je vais parler dans une minute, à travers le mécanisme d'arbitrage, pour rendre impossible, ou en tous les cas faire condamner le pays qui mènerait ce type de politique qui serait une atteinte au traitement équitable et qui empêcherait l'accès au marché de cette entreprise-là. Sur l'expropriation, eh bien, vous avez des dizaines d'exemples concernant ce que veut dire dans les accords de libre-échange les règles d'expropriation. Prenons par exemple Vattenfall. Vattenfall
c'est une entreprise qui est filiale de Swedish Energy, qui utilise un accord de libre-échange entre la Suède et l'Allemagne, un accord bilatéral sur l'investissement entre la Suède et l'Allemagne, dans lequel il est prévu ce type de mécanisme déjà, et qui donc saisit un arbitre parce que elle estime avoir été expropriée par le fait que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, et donc elle possède des centrales nucléaires. Elle demande à l'Allemagne de faire face à cette perte. Si en soi n'est pas un scandale, mais j'ai anticipé un tout petit peu avec ce qui suit, c'est-à-dire sur le mécanisme de règlement des différents investisseurs-États, c'est-à-dire qu'elle demande ça à un arbitre et pas à un juge. Voilà tout ce qu'il y a dans cet accord-là. Alors, l'accord de libéralisation, traitement national, la clause de la nation la plus favorisée, traitement équitable, règles d'expropriation qui sont des règles très protectrices pour les entreprises transnationales, vise à mettre en place la concurrence étrangère. Maintenant, le gouvernement, la Commission, nous disent, avec les instruments interprétatifs, c'est-à-dire avec la déclaration du Conseil des ministres, du Conseil européen, du 30 octobre, eh bien, il est écrit qu'il ne pourra pas y avoir, d'impossibilité pour les États de réglementer, et que donc ces accords de libre-échange ne peuvent pas empêcher les États de réglementer comme ils veulent. Sauf que quand on regarde ce document interprétatif, on voit qu'il ne dit rien de plus que ce qu'il y a déjà dans le texte de l'accord, très exactement l'article 8.9, qui dit effectivement il n'est pas possible de poursuivre un État parce qu'une entreprise n'a pas fait des bénéfices. Cet article 8.9 va complètement en contradiction avec l'article 8.10 qui parle des attentes légitimes des entreprises, 11, 12, 13, 14, qui décrivent tous les mécanismes dont je vous ai parlé sur le traitement équitable, les règles d'expropriation. Et donc ça veut dire que le document interprétatif, la déclaration du Conseil des ministres, ne dit rien de plus que ce qu'il y a déjà dans l'accord. Et l'accord reste, de ce point de vue, toujours aussi nocif. Et donc aujourd'hui, lorsque on entend la Commission qui dit « mais grâce à ce qu'on a accepté, ce que le Conseil a accepté le 30 octobre, tout va bien, et désormais on a un accord qui est devenu miraculeusement acceptable », non. Ça reste un accord de libéralisation, ça reste un accord qui ouvre à la concurrence l'ensemble des activités et qui, de ce point de vue, est extrêmement dangereux pour les services publics. Il aurait fallu, si effectivement on avait avancé, si effectivement les documents interprétatifs, si effectivement la déclaration du Conseil européen du 30 octobre avait été efficace, il aurait fallu sanctuariser, dire telle activité sort. Il n'est absolument pas question de ça. On est toujours sur cette liste négative, c'est-à-dire sur cette idée que dans cet accord, tout est libéralisable par principe. Et on reste avec ça. Et là-dessus, il y a quelque chose qu'il faut véritablement ne pas laisser passer, c'est-à-dire ce fait d'abord que c'est un accord de libéralisation. C'est un accord de libéralisation et en plus, deuxième chose, c'est un accord qui continue avec un mécanisme d'arbitrage. Alors là-dessus, on assiste à quelque chose qui est quand même relativement grave, qui est la mise en place ou le déclenchement d'un rideau de fumée, y compris, non pas seulement de la Commission, mais de notre gouvernement. Puisque le secrétaire d'État au commerce, Mathias Fekkel, qui, d'ailleurs, pendant tout l'épisode wallon, avait disparu, je ne sais pas où il était passé, mais enfin, on n'entendait plus parler, d'un seul coup est revenu, pour nous expliquer que maintenant c'est un bon accord, que maintenant c'est un accord équilibré, c'est même un accord moderne, si on l'écoute, parce qu'il n'y a plus le vieux mécanisme de règlement des différents investisseurs-États, il y a un nouveau mécanisme qui s'appelle l'ICS, Investment Court System, système de cours sur l'investissement, que dans le texte on appelle tribunal, mais c'est pas parce qu'on l'appelle tribunal que ça en est un. Mais en tous les cas, le ministre nous dit, il n'y a plus de problème.
C'est une cour internationale de justice, ou quasiment, avec des gens qui sont presque ou quasiment des magistrats. Tout doit être dans la nuance. Parce que, en fait de magistrats, on a simplement une liste de 15 membres qui sont choisis comme des arbitres et qui sont choisis en fonction de la procédure par laquelle on désigne les arbitres. Vous pouvez regarder, c'est 8, 27, 4 dans l'accord, CETA, qui est en référence explicite avec le CIRDI, c'est-à-dire le Centre international des règlements des différends sur l'investissement. Ça a l'air abstrait ce que je raconte, en réalité c'est tout simple, c'est-à-dire que l'article 8.27.4 qui dit comment on désigne les membres de l'ICS est une photocopie des articles du CIRDI qui est le plus gros organisme d'arbitrage qui existe dans le monde. Alors, la déclaration du Conseil des ministres, le document interprétatif conjoint disent deux choses qui sont des petites avancées. La déclaration du Conseil des ministres dit finalement les États membres vont participer à la désignation des membres de l'ICS. Jusque-là, ils n'y participaient même pas. C'est-à-dire que dans le chapitre 8 qui est consacré en partie à cette chose-là, donc dans l'article 8.27, les États membres ne participaient pas à la désignation des membres de l'ICS. Là, quand même, les États membres et le Conseil européen dit les États membres vont participer, pour la moitié d'entre eux, à la désignation d'une liste de 15, ils vont en désigner 7, et ils vont se mettre d'accord pour en désigner 7. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme avancée. C'est pas tout à fait extraordinaire comme avancée. Petite micro-avancée dont on se demande si ça en est une aussi. Dans la déclaration du Conseil des ministres, il est dit que, eh bien, il y aura un mécanisme qui aidera les PME à saisir l'ICS, qui cofinancera en partie la saisie de l'ICS. Et là, peut-être qu'on est mauvaise langue, on se pose la question, on se dit, mais alors, donc on aura encore plus de différends, c'est-à-dire on aura encore plus d'occasions au cours desquelles les États seront poursuivis par des entreprises, puisque en partie, il y aura y compris des PME qui vont pouvoir poursuivre. On se demande si c'est vraiment une bonne idée. Et l'autre toute petite avancée également qui a permis, en tous les cas politiquement, au ministre-président wallon de céder, entre guillemets, c'est qu'il va y avoir un code de bonne conduite qui va être mis en place par la Commission et le Canada qui s'engage à le mettre en place dans les plus brefs délais. Comme disait le regrettable Charles Pasqua, les promesses engagent qui croient. Qui est-ce qui va mettre en place le code de bonne conduite? La Commission et le Canada. Je ne veux pas là non plus être mauvaise langue de manière excessive, mais enfin en même temps, je crois qu'à partir d'un certain âge, on ne croit plus au Père Noël. Si c'est la Commission qui met en place le code de bonne conduite, on n'est quand même pas sorti des ronces, parce que là, figurez-vous qu'il y a déjà un code, il y a déjà un organisme éthique, par exemple, qui s'occupe de l'éthique des commissaires. Vous avez vu ce que ça a donné récemment avec Goldman Sachs, avec Barroso qui va à Goldman Sachs, c'est pas l'inverse, enfin bon. Avec Barroso qui est recruté à Goldman Sachs, et ce comité d'éthique a trouvé totalement ça normal, il n'y a aucun problème à ça, rien du tout. Enfin, on se dit si c'est sur ces bases-là et ces mêmes organismes qui mettent en place un code de bonne conduite, bon, on va pas forcément avoir des gens qui ne pratiquent pas le conflit d'intérêts comme ça leur été reproché. Mais surtout, dans le texte, il y a toujours l'article 8.30, que je vous invite à aller voir, qui est un article remarquable, qui dit le conflit d'intérêts, les membres de l'ICS ne peuvent pas connaître de conflit d'intérêts. C'est vraiment impératif. Et dans le version anglaise, c'est shall not. C'est vraiment l'impératif le plus fort qui puisse exister. Ils ne doivent pas connaître de conflit d'intérêts.
On se dit, ah tiens, il s'est passé quelque chose, c'est bien. Sauf que si on regarde tout l'article, quand on a une interdiction, comme je suis juriste, j'ai cette habitude-là, c'est-à-dire que quand il y a une interdiction, on cherche la sanction. Une interdiction sans sanction, c'est pas une interdiction, c'est pour faire joli, c'est pour faire décoratif, vous voyez. Il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que la déclaration de conflit d'intérêts est optionnelle. Où est-ce qu'on a vu une éthique optionnelle? Ça existe où, ça? Et est-ce qu'à partir de là, on peut dire qu'on a affaire à des magistrats, comme le dit le ministre? C'est-à-dire que le ministre, qui lui-même d'ailleurs est de formation de magistrat, quand même est un tout petit peu gonflé de nous dire que ce sont des magistrats qui auront une éthique de magistrat. Absolument pas. Une éthique optionnelle, c'est pas une éthique du tout. Un magistrat, un vrai, quand il voit arriver sur son bureau une affaire, il vérifie si lui-même, son époux, son épouse, son frère, sa sœur, bref, n'a pas des intérêts directs ou indirects dans l'affaire, et si c'est le cas, il est obligé de se dessaisir de l'affaire. S'il ne le fait pas, il peut être renvoyé de la magistrature et poursuivi au pénal. On n'est pas dans l'éthique optionnelle. Et pourtant, c'est ce qu'il y a dans le CETA, encore une fois l'article 8.30, et c'est parce qu'il y a eu la promesse d'un vague code de bonne conduite qui arrivera, on ne sait pas quand, et rédigé par la Commission en plus, que on nous dit maintenant que c'est un accord qui serait devenu miraculeusement acceptable. Le problème de fond demeure. Il n'est pas acceptable que les entreprises transnationales puissent bénéficier d'un système juridictionnel pour elles, d'un système juridictionnel spécifiquement dédié et chargé de défendre, de protéger leur, je cite encore une fois, attentes légitimes, article 8.10 du CETA. Les attentes légitimes des entreprises, c'est de faire de l'argent. C'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est pas quelque chose, enfin, en tous les cas, c'est comme ça dans le système qui est le nôtre, mais qu'on n'aille pas essayer de nous faire croire que c'est quelque chose qui correspond nécessairement à l'intérêt général. Et puis, je dirais qu'il y a un troisième élément dans cet accord CETA qui est presque pire finalement que le mécanisme de règlement des différents investisseurs États, c'est le mécanisme de coopération réglementaire. J'insiste un petit peu là-dessus parce que finalement c'est là où se situe la bombe à retardement la plus grave. Le mécanisme de coopération réglementaire est décrit dans le chapitre 21 de l'accord. Ça met en place quelque chose d'assez génial, de simplicité d'ailleurs, qui s'appelle le Forum de coopération réglementaire. C'est une superstructure, une de plus, qui est désignée par la Commission d'un côté, le Canada de l'autre, composée de représentants de la Commission, de représentants du ministère du Commerce extérieur du Canada, et qui se réunira, cette commission, ce forum de coopération réglementaire, qui se réunira pour discuter des projets de réglementation à venir et donner son avis. Si, par exemple, demain, la Commission se décidait à faire ce qu'elle avait promis qu'elle fait et qu'elle n'a pas fait parce que les lobbies sont intervenus, c'est-à-dire de réglementer les perturbateurs endocriniens, par exemple. Vous vous souvenez, on en a parlé récemment. Il faudra d'abord que ce projet, cette idée, aille devant le Forum de coopération réglementaire qui organisera une alerte précoce, comme on dit, c'est-à-dire qu'il organisera une consultation auprès des parties prenantes, entre guillemets, c'est-à-dire auprès des entreprises qui, de l'autre côté de l'Atlantique, fabriquent des perturbateurs endocriniens. Et si on leur demande leur avis, elles vont le donner. Le suspense n'est quand même pas extraordinaire, du sens de leur avis, d'autant moins extraordinaire que, ajoute toujours le chapitre 21, les réglementations envisagées dans l'avenir devront correspondre à des nécessités reconnues scientifiquement par les deux communautés scientifiques des deux côtés de l'Atlantique, du Canada et de l'Union européenne. Vous imaginez la complication monstrueuse, mais en plus, à la condition qu'elle ne soit pas, entre guillemets,
trop coûteuses pour les entreprises. Et là, on est au cœur du problème. Trop coûteuses pour les entreprises. On est au cœur du problème. C'est-à-dire que, par définition, toutes les réglementations, toutes, sont coûteuses. Pour tout le monde, d'ailleurs. C'est pas seulement pour les entreprises. Elles ont un coût. Et c'est précisément ça, le jeu politique ou le débat politique, de savoir le type de réglementation, le type de choix, parce que toutes les réglementations correspondent à des choix qu'on critique, à des choix avec lesquels on n'est pas d'accord ou avec lesquels on est d'accord, mais bref, à des choix. Et à des choix collectifs, qui sont à un moment donné tranchés par le débat public. Ça, c'est dans l'idéal d'une démocratie qui fonctionnerait correctement. Mais forcément, toutes les réglementations sont coûteuses. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une réglementation trop coûteuse, dans un accord international qui prévoit un mécanisme d'arbitrage par ailleurs, et qui prévoit que le forum de coopération réglementaire, bien entendu, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les représentants des deux côtés de l'Atlantique, bien sûr, il y aura aussi les lobbies d'affaires qui auront leur ronde serviette, c'est prévu, qu'ils auraient leur ronde serviette dans ce forum de coopération réglementaire pour donner leur avis, mais on n'était pas inquiet, on était à peu près certain qu'ils n'allaient pas être oubliés. En tous les cas, ils ne le sont pas, c'est écrit dans le texte. Donc, en fait, et alors là-dessus, ni la déclaration du Conseil européen, ni l'instrument interprétatif conjoint ne pipe mot. Il n'y a rien autre chose que la flûte. C'est-à-dire que véritablement, il est écrit, c'est une photocopie d'un des articles du chapitre 21 dans la déclaration du Conseil des ministres, qui est que les États essayent de trouver, l'Union européenne et le Canada vont essayer de trouver les bonnes pratiques, la bonne gouvernance au sein d'une coopération réglementaire qui sera très jolie, très belle et en plus non obligatoire, c'est-à-dire qu'ils feront comme ils veulent. Enfin, on imagine bien la Commission, bien entendu, ne pas s'engager dans ce genre de choses. On imagine bien, effectivement, le Canada ne pas s'engager dans ce genre de choses. Bref, c'est très joli quand on regarde ça. Simplement, dans la déclaration du Conseil européen, ça n'est absolument pas ni restrictif ni contraignant. Donc, au final, on a un traité international qui donne les clés de la réglementation aux entreprises transnationales. C'est le cœur du problème. Ces accords-là, c'est pas le méchant États-Unis contre la méchante Union européenne ou le gentil Canada avec la gentille Union européenne, puisqu'il paraît que le Canada, c'est gentil, c'est mignon, ils n'ont aucun problème d'environnement ni rien du tout. C'est pas ça du tout. Ce genre d'accord, c'est les entreprises transnationales qui ont besoin d'en finir avec ce qui reste, et qui continue de les enquiquiner encore un petit peu, qui reste de réglementation, qui reste de normes, qui reste finalement de décisions qui relèvent de choix collectifs. Alors, évidemment, vous avez derrière le ministre qui arrive et qui dit sur France Inter, mais à aucun moment dans l'accord il n'est dit que vous aurez des OGM dans l'assiette et vous n'aurez du cochon à la ractopamine. Mais bien entendu, c'est pas dit. Il n'est jamais écrit dans ce type d'accord, vous allez avoir du cochon dans l'assiette ou vous allez avoir des OGM. C'est pas besoin de le dire. Il suffit simplement qu'il y ait d'une part le mécanisme d'arbitrage qui dit traitement inéquitable, moi producteur de cochon piqué à la ractopamine, moi producteur d'OGM, Canada 3e producteur d'OGM au monde, je le rappelle. Moi, je ne veux plus qu'il y ait une autorisation au niveau de l'Union européenne, une interdiction dans les États membres. C'est quoi ce cirque? Traitement inéquitable, évidemment. Vous m'enlevez tout ça. Et en même temps, les mêmes qui, d'un autre côté, la deuxième pince de la tenaille, viendront réécrire petit à petit les normes, de sorte que, finalement, on va commencer par retirer la possibilité d'étiqueter les OGM par exemple, et puis ensuite on va revenir sur les critères sur lesquels on peut décider comment on fait d'exploration de gaz de schiste, par exemple, pour prendre un exemple complètement au hasard. Déjà, aujourd'hui,
l'accord CETA a produit des effets sur la réglementation. Et là, je parlais gaz de schiste, donc évidemment, je vais continuer sur les questions environnementales. Déjà, la directive qualité de l'air, la directive européenne qualité de l'air, a été amoindrie, a été diminuée dans sa portée, puisque il se trouve que le Canada n'est pas seulement le pays des ours blancs, mais c'est aussi un pays minier, comme vous le savez. C'est aussi un pays qui, dans l'Alberta, produit du pétrole de sable bitumineux, qui est un pétrole sale, je veux dire qui est extrait de manière particulièrement polluante, et que pour pouvoir intégrer dans la fabrication des carburants de nos autos, eh bien, la directive de qualité de l'air a été diminuée de sorte qu'on puisse accepter comme ingrédient les pétroles en provenance de l'Alberta, avant même que l'accord ne soit ratifié. Et là-dessus, sur la coopération réglementaire, tout ce que se fatigue de dire la Commission, c'est de dire « Ah mais oui, mais la coopération réglementaire, on n'est pas obligé, c'est si on veut. » Bien entendu, c'est si on veut. Et là, encore une fois, à qui on fera croire que la Commission va ne pas s'engager dans ce type de choses. Donc, on a véritablement là un accord qui est, on va dire, qui relève du vieux monde, en fait, qui relève de cette espèce de système dont on sait que ça ne fonctionne pas, dont on sait que ça ne marche pas, où on a essayé par le libre-échange, on essaye en tous les cas par le libre-échange, de faire en sorte que les entreprises transnationales puissent conquérir ce dernier Far West, cette dernière frontière, puisque l'actualité est assez américaine en ce moment, cette frontière supplémentaire qui est finalement la capacité des peuples à décider pour eux-mêmes d'un certain nombre de choix. Et ça les embête encore, et c'est cela l'ambition de ce type d'accord. Alors aujourd'hui, là où nous sommes, c'est qu'on a un calendrier qui est serré. Peut-être un peu trop. Parce que, en fait, il y a une incertitude. Je ne sais plus quel mathématicien, je me rappellerai ça. Pardon ? Heisenberg, voilà. C'est une blague privée qui fait rire au premier rang. Juste, je ferme la parenthèse. Il y a une incertitude aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand aura lieu la ratification au Parlement européen. Est-ce qu'elle va être présentée en décembre, en janvier ou en février? On a un peu les trois versions, donc on ne sait pas bien. Donc pour l'instant, on est plutôt sur la version la plus pessimiste, c'est-à-dire décembre, parce que comme ça, si on prend la version la plus pessimiste, on est moins déçu. Et donc si effectivement la ratification est en décembre, on est un petit peu dans le caca, parce que évidemment, d'ici décembre, on va avoir du mal à mobiliser, bien sûr, c'est normal. Donc effectivement, le collectif national a déjà décidé de mettre le paquet sur l'interpellation des députés européens. Dans les jours qui viennent, là on est en train de travailler d'arrache-pied à fabriquer ce matériel d'interpellation, à mettre en place cette interpellation, mais le temps là risque d'être un petit peu court. Alors si c'est février, on a un tout petit peu plus de fenêtres, on a un tout petit peu plus de temps pour respirer, mais de toute façon, le délai est très court. On va faire cette campagne, on la mène de toute façon d'interpellation vis-à-vis des députés européens. Le collectif national a déjà acté de ce genre de choses, et donc ça, ce sera mis en place. Mais, je reviens à la déclaration intra-belge, et c'est pourquoi ce qui s'est passé avec l'épisode wallon n'est pas inintéressant finalement. C'est que la Belgique a quand même dit qu'elle voulait une ratification nationale. Au passage, la Slovénie l'a dit également qu'elle voulait une ratification nationale. Également la Hongrie. Tout ça pour des motifs à chaque fois différents. Mais ces trois pays ont dit qu'ils voulaient la ratification nationale. Pour l'instant, les ratifications nationales ne sont pas acquises. Parce que la Commission va essayer de contourner la chose. Dans tous les cas, on la sent là prête à contourner la chose. La Commission a dit qu'elle voulait bien accepter les ratifications nationales, mais que sa décision dépendrait d'une autre décision qui est celle de la Cour de justice de l'Union européenne qui va se prononcer
sur un autre accord, l'accord Union Européenne-Singapour. J'espère que tout le monde suit, il y a un interro à la fin. Et que ça pourrait l'autoriser à revenir sur sa position initiale. Donc, ce n'est pas acquis, les ratifications nationales. Mais on a déjà 3 États qui officiellement se sont prononcés dans une déclaration qui a été endossée par le Conseil européen. Donc on n'est pas complètement dans les paroles en l'air qu'on entend souvent, trop souvent d'ailleurs, il faut bien le dire. Et donc ça, ce qui s'est passé avec l'épisode wallon est quand même intéressant pour nous, pour nos mobilisations. Parce que derrière, ça veut dire que nous, maintenant, on peut se battre vis-à-vis, y compris de nos propres élus nationaux, européens, je l'ai dit, mais nationaux aussi, en leur disant « Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Et vous, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait une ratification ? Est-ce que vous êtes prêts à ratifier ce truc-là » Et donc, ça veut dire que même si il devait y avoir une ratification express au Parlement européen, ce qui, encore une fois, n'est pas à écarter, et ce qui, du point de vue des promoteurs de ce type d'accord, serait même une solution assez facile pour eux. Mais même s'il y avait une ratification express devant le Parlement européen, l'affaire n'est pas terminée. Alors, bien entendu, il est hors de question pour nous, mouvement social, ni en France ni ailleurs dans les autres pays, d'accepter que les ratifications nationales se fassent dans 4 ans à 3 h du matin. Vous voyez, un 15 décembre à 4 h du matin, voilà. Non, ça, il n'est pas question d'attendre ce genre de date, et ça aussi, ça fait partie des mobilisations, ça aussi, ça fait partie des interpellations. Et donc, les campagnes de long terme que nous menons, c'est-à-dire les campagnes d'interpellation des députés, ça a été dit, d'interpellation des députés européens, d'interpellation des députés nationaux, continuent. La campagne sur les collectivités territoriales est toujours pertinente, parce que, encore une fois, cette affaire-là est une affaire qui n'est pas terminée. Et donc, on doit continuer à faire monter la conscience du danger de ce genre d'accord dans l'opinion. Et le fait de faire déclarer ou de demander des déclarations contre le TAFTA, contre le CETA, etc., c'est un acte politique important parce qu'il permet de renverser le rapport de force, de changer le rapport de force à la base. Et donc, nos mobilisations de court terme, j'en ai parlé, nos mobilisations de long terme aussi se poursuivent. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que là, nous avons un objectif qui est de faire sauter cet accord. Mais je dirais, cet objectif de faire sauter cet accord, et je vais terminer là-dessus, n'est pas seulement pour faire sauter cet accord. C'est aussi parce que derrière, et je reviens à ce que je disais au tout début, il y a non pas un accord, mais il y en a 2, il y en a 3, il y en a 10 qui attendent, sur lesquels nous ne savons rien. Nous savons qu'il y a une négociation qui a démarré avec le Japon, nous ne savons rien dessus. Nous savons qu'une négociation a démarré avec la Chine, nous ne savons rien du tout dessus. Nous savons qu'il y a des APE, nous savons qu'ils sont scandaleux, et nous savons que l'Union européenne a l'intention de continuer. Donc nous avons tout ça aussi dans l'œil du viseur, et il y a aussi un autre accord, merci de le rappeler parce qu'effectivement j'allais oublier, qui est le TISA, l'accord sur le commerce des services, en anglais ça donne TISA, qui est aussi un accord de libéralisation des services, alors là spécifiquement sur les services, qui lui aussi est dans les tuyaux. Et donc, derrière le CETA, il y a tout ça qui est dans notre viseur et qui doit être dans notre viseur si nous voulons espérer conserver quelques principes de démocratie. Voilà, merci de votre attention.